C'est la preuve que ni Moscou ni Kiev n'ont l'intention de respecter le plan des Américains et d'arrêter les combats. Kiev lance une attaque massive contre la Crimée occupée par les Russes. Plusieurs explosions ont eu lieu à des endroits stratégiques de la péninsule, à Sébastopol, Donkoy ou encore à Katcha, où se trouvent des sites qui abritent des aérodromes militaires russes. Pour comprendre ce qui se joue, Guillaume Lagan nous a rejoint, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, maître de conférences à Sciences Po, Magali Barthès, notre spécialiste des questions internationales sur LCI, et Ronald Atto, bonjour, professeur des relations internationales à Sciences Po. Première question, Magali, preuve que les Américains n'ont plus aucune autorité ? Je ne suis pas sûre. Ah, pourquoi ? Parce que, alors ce sont des, manifestement, donc il y a des aérodromes, comme vous le disiez, qui ont été ciblés, et notamment des radars, des S-300. Donc ça voudrait peut-être même dire que l'Ukraine prépare autre chose derrière. Et ces derniers mois, il y avait eu beaucoup moins d'attaques sur la Crimée, peut-être parce que les Américains, justement, avaient un peu retenu les Ukrainiens et les Ukrainiens ont du mal à frapper ce territoire, mis à part les drones marins, mais sans le renseignement, le ciblage américain. Donc, est-ce que, en fait, il ne faut pas plutôt y voir un moyen de pression, en fait, des États-Unis au moment où les négociations sont difficiles avec la Russie et au moment où finalement l'Ukraine a accepté de signer ce pacte, cet accord sur les minerais. Donc on voit que finalement on assiste plutôt aujourd'hui à une légère détente quand même entre l'Ukraine et les États-Unis. Et donc là, on pourrait aussi l'interpréter, mais on verra ce que vous en pensez, mais comme un signal plutôt envoyé à Moscou au moment où les Américains ont quand même décidé de relâcher un peu et de redonner un peu d'armement à l'Ukraine, même si c'est une goutte d'eau, 50 millions, mais il y a quelques signes qui montrent qu'en fait, peut-être il y a une prise de conscience que pour ramener la Russie à la table des négociations et pour qu'elle mène sérieusement ces négociations, il va peut-être falloir des moyens de pression. Guillaume Lagan. Mais écoutez, comme souvent, je suis d'accord avec Magali. Vous avez bien raison. Effectivement, ces attaques sont une petite pierre de plus dans le jardin de ceux qui considèrent que, en gros, depuis 15 jours, M. Trump semble avoir un peu changé d'orientation sur le sujet. Peut-être la rencontre dans la basilique, au Vatican, a été un moment important pour lui, on ne sait pas. En tout cas, le fait est que si on déroule les choses sur le moyen terme, on voit bien qu'à son entrée en fonction en janvier, il a décidé de prendre le sujet ukrainien à bras-le-corps et de faire pression avant tout sur l'Ukraine, qui était perçue par son administration, par lui-même, comme le principal obstacle à la paix. Et ça a donné l'entrevue à la Maison-Blanche qui a fait un petit peu le tour du monde, hein, cet affrontement à l'œil nu entre M. Vance, M. Trump et le président ukrainien. Et puis, finalement, on se souvient d'ailleurs que cet affrontement, le sujet en fait de la venue de M. Zelensky, c'était le fameux accord sur les minerais. Et donc là, si on regarde les choses à nouveau sur le moyen terme, on a quand même l'impression qu'on a une sorte de cycle de négociation ou de pression qui s'est achevé sur, d'une part, Magali le disait, l'échec des discussions directes avec Moscou. Moscou continue d'avoir des positions assez maximalistes sur le sujet ukrainien. Il poursuit, Moscou, ses opérations militaires. Là, les Américains ont critiqué la perspective d'une trêve de quelques jours en disant non, ce qu'on voudrait, nous, c'est une trêve de beaucoup plus long terme. Et puis, d'autre part, ils ont peut-être aussi eu le sentiment qu'il ne fallait pas non plus trop affaiblir l'Ukraine. On se souvient que, en même temps qu'il y avait cette entrevue à la Maison-Blanche, il y avait aussi l'interruption du renseignement, l'interruption des fournitures d'armes à l'Ukraine, qui a plus ou moins correspondu au moment où les Ukrainiens ont lâché prise à Koursk. Et là, on est en train de vivre aujourd'hui les derniers moments de la bataille de Koursk. Apparemment, l'intégralité a été reconquise par la Russie, sauf peut-être quelques petits morceaux où les Ukrainiens continueraient de se battre. Donc là, l'impression qu'on a, mais à nouveau, tout cela est très subjectif, parce qu'on n'est pas dans le secret des discussions, on n'est pas non plus dans le secret des tractations ukraino-américaines sur ces sujets militaires. L'impression est qu'on a l'administration américaine qui semble à nouveau décider à faire pression sur Moscou. Alors, les Américains ont haussé le ton, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils donnent le sentiment aujourd'hui de lâcher l'affaire. Écoutez ce que dit la porte-parole du département d'État. Nous ne serons plus les médiateurs.
C'est ce que j'ai mentionné mardi ainsi que les changements que ça entraînerait. Nous sommes toujours engagés et nous aiderons comme nous le pourrons, mais nous n'allons pas parcourir le monde pour un oui ou pour un non afin de servir de médiateur lors des réunions. C'est maintenant une affaire entre les deux parties et le moment est venu pour elles de présenter et d'élaborer des idées concrètes sur la façon dont ce conflit va se terminer. Ce sera à elles de décider. Les Américains se retirent de la médiation, la coupe est pleine ? Je ne suis pas certain. Comme on vient de le voir, les frappes ukrainiennes tombent à un moment assez stratégique, juste après la signature de l'accord sur les minéraux. J'ai plutôt l'impression, oui, on se retire, mais ça ne veut pas dire que se retirer, ça signifie qu'on abandonne tout le monde. Et l'impression que j'ai, encore une fois, il faut être prudent. On n'a pas de boule de cristal qui nous permet de voir Mais je pense qu'effectivement, ces frappes sont sont fortement symboliques. Plus les 50 millions, c'est une goutte d'eau, comme Magali le disait tout à l'heure. C'est des cacahuètes, mais c'est des cacahuètes qui comptent. Oui, mais Ronald Datto, les Américains ne disent pas qu'ils vont abandonner l'Ukraine ou rompre les ponts avec Trump. Oui, ils cessent d'être médiateurs. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est intéressant aussi dans ce vent qui semble tourner pour les Russes, c'est que les États-Unis et l'Ukraine, vous l'avez dit, ont signé à Washington un vaste accord économique et militaire mettant en place un fonds d'investissement pour reconstruire le pays dont se félicite Donald Trump. Nous avons conclu un accord dans lequel notre argent est assuré, avec lequel on peut commencer à creuser et à faire ce qu'on a à faire. Mais il est aussi bon pour eux parce que vous aurez une présence américaine constante là-bas. Cette présence va, je pense, éviter que des acteurs extérieurs mal intentionnés ne s'invitent là où on creuse. Magali, est-ce que derrière cet accord sur les minerais, il peut y avoir une garantie de sécurité américaine ? En tous les cas, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc, mais comme le dit Donald Trump, il y a en tous les cas un partenariat qui finalement se met en place entre l'Ukraine et les États-Unis. Et on peut se dire que les États-Unis, à un moment ou à un autre, vont vouloir essayer d'en tirer le maximum d'avantages et donc peut-être de protéger, enfin on s'en doute, leur investissement. Et donc oui, quelque part, c'est pas la forme de garantie de sécurité que l'Ukraine attendait, parce qu'ils voulaient quelque chose de bien plus gravé dans le marbre, une adhésion à l'OTAN. Ça, on a bien compris que c'était hors de question. Mais en même temps, ça montre quand même qu'il n'y a pas un lâchage complet et que les Américains peuvent espérer récupérer quand même des terres rares. Alors, tout ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir faire des investissements considérables pour que ça rapporte vraiment quelque chose. Mais cet accord, il est plus avantageux pour l'Ukraine, bien plus avantageux que la première version qui était catastrophique pour Kiev. Donc il y a une forme, en fait ces dernières heures, on assiste à une forme quand même de léger rééquilibrage après avoir eu un Donald Trump qui donnait l'impression de se jeter dans les bras de Moscou. Là on a l'impression que les choses se rééquilibrent un petit peu. Et justement dans ce débat, Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour Laura, à travers cet accord, vaste accord militaire et économique, les Américains vont fournir de nouvelles armes à l'Ukraine. C'est une communication discrète, Marie-Aline, mais visible sur le site du Congrès américain qui nous en informe. L'administration Trump a prévenu le Sénat de son intention d'autoriser l'exportation vers l'Ukraine d'articles de défense pour un montant de 50 millions de dollars ou plus. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Cette communication est datée, regardez, du 29 avril, soit la veille de la signature de l'accord sur les minerais entre Washington et Kiev. Et les deux événements seraient tout à fait liés, selon Mikhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky. Dans une longue publication sur le réseau X, il détaille les effets bénéfiques de ce qu'il appelle l'accord historique sur les minerais. L'accord, dit-il, garantit de nouvelles livraisons d'armes américaines, notamment de systèmes de défense aérienne, dont le coût sera crédité sur un fonds commun. Laura, quel système de défense aérienne ? Ce qui est sûr, c'est que le fameux système Patriot ne rentre pas dans l'enveloppe des 50 millions, car son prix unitaire est d'1,5 milliard de dollars, soit bien supérieur. J'ai donc posé la question à l'expert aéronautique Gaëtan Powys, qui pense à deux autres systèmes de défense aérienne, intermédiaires et donc moins coûteux. D'abord le système Avenger, à très courte portée, moins de 10 km. Il peut être utilisé pour protéger les troupes au contact, tous les matériels de l'action des drones, mais il ne détruira pas de missiles.
Ensuite, le système NASAMS, américano-norvégien de moyenne portée, 40 km, qui permet de détruire des avions et des missiles de croisière. Notons qu'il protège déjà la région de Washington, y compris la Maison-Blanche. À ce stade, la liste du matériel disponible dans ces 50 millions n'est pas diffusée, mais pour Gaëtan Powys, il s'agit de toute façon d'un énorme signal, celui d'une période de réchauffement entre les deux administrations, américaine et ukrainienne. J'ai aussi contacté Xavier Titelman, autre expert aéronautique que nous connaissons bien ici et qui partage cet avis. Il m'indique par ailleurs que selon ces informations, cette semaine, des F-16 sont arrivés en provenance des États-Unis jusqu'à Rzeszów, la base polonaise qui sert de plaque tournante pour les livraisons vers l'Ukraine. Ces F-16, regardez bien, ils étaient bâchés et on ne sait donc pas s'il s'agit d'avions en état de vol ou de pièces détachées, mais pour lui, pour Xavier Titelman, c'est également indéniablement un signal de détente. Merci beaucoup Laura Pouget pour ces informations. Je poursuis avec vous Guillaume Laganne. Est-ce que ce deal finalement conclu avec Donald Trump marque la fin des illusions russes qui pensaient pouvoir manipuler le président américain à leur guise? Non, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on l'a vu avec M. Trump. Vérité d'un jour, c'est mensonge le lendemain. Donc on va attendre, on va rester comment dirais-je, calme. Mais moi, ça me fait penser, vous savez, à la définition qu'avait Jean Cocteau de l'amour. Il disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et au fond, là, ce que donnent les Américains actuellement aux Ukrainiens, ce sont des preuves d'amour, c'est-à-dire des livraisons d'armes, un accord sur les minerais, Magali l'a bien expliqué, qui, dans la galaxie trumpienne, dans la manière de voir le monde de Trump, et je pense ce qui peut accorder de meilleur aux Ukrainiens. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va leur faire une grande déclaration, vous savez, sur les valeurs communes, sur la démocratie, sur la liberté. Lui, il regarde l'intérêt des États-Unis. Il le regarde, je pense, par conviction personnelle, par formation professionnelle, et aussi parce qu'une grande partie de sa base militante, la base MAGA, considère que toute action des États-Unis en dehors de leur territoire est forcément à leur détriment. Donc il faut leur prouver que dans cette affaire, les États-Unis vont gagner quelque chose. C'est une rupture avec l'histoire diplomatique des États-Unis, parce que contrairement à tout ce qu'on a pu dire, vous savez, depuis des décennies, c'est un des grands thèmes de l'anti-américanisme, c'est de dire les Américains font la guerre pour l'argent. En 2003, pétrole irakien, on disait ils veulent s'emparer du pétrole irakien. Aujourd'hui, vous n'avez pas une goutte de pétrole irakien qui est exploité par une compagnie américaine. Donc demain, je ne suis pas du tout certain que les minerais ukrainiens iront au profit de l'Amérique, mais en tout cas, sur le papier, aujourd'hui, M. Trump peut se présenter à son opinion publique et dire que si, les États-Unis vont bénéficier de la guerre en Ukraine. Dans le petit communiqué que vous avez présenté de Trump tout à l'heure, il signale aussi que, en fait c'était une interview, il dit bien que la présence américaine permettra aussi de décourager des partis extérieurs qui seraient tentés de continuer à déstabiliser l'Ukraine. Je pense que le message est très très clair et c'est à l'égard à l'attention de M. Poutine et de la Russie. C'est nouveau, c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt bon signe. Magali. Alors, la question c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ces 50 millions de dollars d'aide à l'Ukraine? Parce que c'est vrai que là, Laura nous parlait de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Ça peut être juste des missiles, en fait, antiaériens, parce que l'Ukraine, on voit, en manque cruellement. Et on a d'ailleurs vu Donald Trump s'émouvoir du fait que les frappes russes continuaient sur les civils ukrainiens. Donc ce serait une façon de rééquilibrer, là aussi, et de redonner un petit peu d'air à cette défense aérienne ukrainienne qui est vraiment sous le feu en permanence. Et il y a encore eu des frappes sur Odessa, par exemple, la nuit dernière. Mais il faut pas croire non plus que Donald Trump va se mettre tout à coup à réarmer massivement l'Ukraine. En fait, là aussi, on est dans un jeu d'équilibre assez complexe. Bien sûr, Magali, mais on revient de tellement loin. Non, mais il y a 2 mois, il y avait ce clash à la Maison-Blanche d'une violence qui nous a sidérés. On pensait que cette image, cette séquence signait la fin de l'aide américaine à l'Ukraine, que Trump allait lâcher Zelensky. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais oui, parce qu'il y a eu une négociation qui a finalement abouti sur ces minerais. Donc Donald Trump peut justifier aussi auprès de son opinion publique qu'en effet, il y aura un retour d'investissement américain. Et maintenant, la question et le problème qu'il a aujourd'hui, c'est la pression sur la Russie. Oui. Donc en fait,
redonner un petit peu d'armement à l'Ukraine, des pièces détachées certainement pour les F-16 américains, c'est une façon d'essayer de renforcer quand même un peu la main ukrainienne et de dire on continue quand même de mettre la pression sur la Russie. Donc oui, les États-Unis vont pas rester des lustres dans cette médiation. On entendait le département d'État dire on se retire. Ça va être un problème européen. Manifestement, il y a quand même une volonté de céder et de céder le flambeau. Mais ils ne peuvent pas se permettre non plus de complètement tout lâcher. En fait, c'est là où on voit ce rééquilibrage dont je reparle. Guillaume Lagan, avant de vous entendre, regardons ce que dit Keith Kellogg, justement, qui met la pression plus sur la Russie maintenant que sur l'Ukraine. La Russie devra finir par comprendre qu'elle ne gagnera pas la guerre. Personne ne la gagnera militairement. Seule la diplomatie fonctionnera. L'Ukraine l'a bien saisi. La Russie doit encore s'y résoudre. Bon, alors, Keith Kellogg n'est pas peut-être le mieux placé dans l'organigramme autour de M. Trump pour être celui qui est la voix du parti, mais enfin quand même... C'est un émissaire dans le dossier C'est un émissaire, mais dont on sait qu'il a été plus ou moins toujours du côté ukrainien. Mais enfin, le fait qu'il y reste est quand même positif. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que pour rebondir sur peut-être le virage de M. Trump ou l'évolution de M. Trump, c'est que ça vient aussi d'un héritage qui est quand même complexe s'agissant de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, et avec raison, qu'il avait introduit une forme de rupture dans le discours, dans la pratique, avec le soutien américain à l'Ukraine. Mais quand on regarde en profondeur, il n'a pas complètement tort de dire non plus que les autres présidents américains, ses prédécesseurs, ne sont pas quand même blanc-bleu. C'est-à-dire, M. Obama, c'est quand même lui qui était là aux affaires quand la Crimée a été saisie en 2014. Et c'est vrai qu'il a fait un soutien à l'Ukraine, mais un soutien à minima. Il n'a pas proposé aux Ukrainiens une action militaire pour reprendre la Crimée. Il a fait des sanctions économiques dont on sait qu'elles étaient quand même calibrées pour ne pas être trop fortes sur la Russie. C'est M. Trump, lors de son premier mandat, qui a donné aux Ukrainiens des armements qui ont été bien utiles en 2022, notamment des missiles anti-chars. Et ensuite, M. Biden, on sait bien qu'il a, au moins dans le discours, beaucoup soutenu l'Ukraine. Il leur a donné aussi des armes. Mais rappelez-vous tous les débats qu'on avait ici même entre 2022 et 2024. C'est-à-dire que c'était toujours mesuré pour être un peu de soutien, mais pas trop, pour pas que la Russie ait des difficultés. Donc il y avait aussi de la part des démocrates pas mal d'ambiguïté. Finalement, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui chez M. Trump.